Bonsoir à tous et direction les Ardennaises. Après la période des Flandriennes, on passe à une autre période de classique intense pour tous les coureurs cyclistes du peloton professionnel. On va faire le tour un petit peu, revenir sur les Flandriennes et parler des Ardennaises. J'ai avec moi Emilien Descampios, qu'on connaît sous les rois du peloton sur Twitter. Salut Emilien. Bonsoir tout le monde. Et Étienne Gourceau, qu'on connaît comme Étienne Gourceau sur Twitter. Salut Étienne. Salut Seb, salut tout le monde, c'est un plaisir de revenir dans le podcast, ça faisait un certain moment. Comme je disais, donc, on va attaquer les Ardennaises. On enregistre ce podcast au lendemain de Paris-Roubaix, donc à la fin de la période des Flandriennes. C'est l'occasion d'abord de faire un petit retour sur les Flandriennes en question. On a eu de belles courses. On attendait beaucoup du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix. Ça a quand même été des courses assez intéressantes. Finalement, avec des vainqueurs peut-être un petit peu convenus, mais avec des scénarios de course quand même qui valaient le coup qu'on se penche dessus et qu'on les regarde pendant un bon moment. Emilien, c'était ça ton sentiment, toi, le fait que même si au final on s'attendait peut-être à ce que Tadej Pogačar gagne le Tour des Flandres et Mathieu Van Der Poel conserve son titre sur Paris-Roubaix, les courses ont quand même été à la hauteur de ce que tu attendais, toi. Alors moi, pour mon côté, je m'y attendais un petit peu, mais un petit peu déçu quand même finalement du scénario, parce que par exemple, comme sur Roubaix, avec le scénario de Mats Pedersen et sa crevaison, j'aurais bien voulu voir le Danois dans le final. Voilà, moi je suis un petit peu déçu du scénario, surtout sur Paris-Roubaix. Le Tour des Flandres, ça a été joli, mais Paris-Roubaix, on a assisté à un scénario traditionnel, c'est vraiment une course lancée de très loin et les costauds qui sont partis ensemble. Voilà. On a eu effectivement ce premier décantage au niveau de la trouée d'Arambert qui est quasiment à 100 km de l'arrivée. Étienne, c'est une question qui revient souvent sur le fait que les courses se lancent de plus en plus loin, les favoris prennent des risques de plus en plus loin. T'as quand même réussi à apprécier Paris-Roubaix, le Tour des Flandres, malgré cette propension justement à ce que les favoris dégainent de plus en plus loin de l'arrivée. Pour le spectacle, c'est vraiment une bonne chose. Après, pour le Tour des Flandres, j'ai quand même un regret, alors Emilien l'a pas évoqué, c'est que Van Der Poel, visiblement, si on s'en tient à ce qu'il a dit en interview, n'était pas à 100%. Il était un peu malade, il a passé 3 jours sous antibio après le E3 Saxo Bank. J'aurais bien aimé voir le néerlandais au top de sa force face à Pogacar. On a vu que ça a été quand même à chaque fois le dernier à l'accrocher dans les monts, jusqu'à l'explosion finale dans la dernière ascension du Vieux-Quarmont. J'aurais bien aimé le voir à 100% de sa forme. On l'a vu certainement bien meilleur à Roubaix. Maintenant, c'est vrai que le second regret qu'on peut avoir, j'adore Van Der Poel, j'adore Pogacar, c'est des gens qui font du bien au cyclisme, mais ça manque de surprise finalement. Le palmarès, on aurait presque pu l'écrire, tu l'as bien dit toi d'ailleurs Seb, on aurait pu l'écrire avant même les courses finalement. Donc c'est un poil dommage, ça aurait manqué ça a manqué d'une petite surprise on va dire. C'est vrai que, comme je disais, le palmarès c'était un petit peu convenu, en tout cas pour les vainqueurs. On a vu toujours les mêmes gens devant, donc c'est ce qui laissera peut-être un petit arrière-goût dans la bouche des suiveurs de cyclisme. Mais on a quand même eu l'émotion qu'on espérait avec la victoire de Pauline Ferrand-Prévot sur la course femme de Paris-Roubaix, qui a été quand même un événement majeur du week-end dernier. Ce qui nous fait basculer justement sur les Ardennaises, parce que on s'attendait à ce que Pauline Ferrand-Prévot revienne à un niveau vraiment excellent, mais de là à l'avoir gagné Paris-Roubaix, ça a quand même été une surprise pour beaucoup de gens. Et maintenant, on en vient à se projeter, à se dire, qu'est-ce que peut faire Pauline Ferrand-Prévot sur les Ardennaises, Étienne? Tout va dépendre de comment elle a récupéré de Paris-Roubaix. Elle aussi, elle avait déclaré avoir été malade entre les Flandres et l'Enfer du Nord. Bon, on a tous vu que ça avait pas eu l'air de l'avoir trop d'impact. Je pense que ça l'a fait changer de statut parce qu'elle gagne. Je pense que maintenant, sur les Ardennaises, elle pourra pas faire ce qu'elle a fait sur Paris-Roubaix, à savoir un peu partir en facteur, attaquer à 21. Je pense que finalement, les autres l'ont un peu sous-estimé, notamment la SD Works. Et quand elle s'est retrouvée avec 30, 40, 50 secondes d'avance, d'ailleurs, on a commencé à s'affoler et on s'est très mal affolé. Et là, elle était juste monumentale. Sauf que, à mon avis, dans les Ardennaises, elle placera, si elle tente à de placer un démarrage, on ne lui laissera pas un seul millimètre de marge. C'est pas faux. En même temps, bon, elle a montré beaucoup de choses,
On arrive sur une période de l'année où on sait qu'elle peut briller sur les Ardennaises, parce qu'on s'attendait pas vraiment à ce qu'elle brille sur les Flandriennes. Emilien, on sait que Alain Van der Breggen sera l'archi-favorite de la Flèche Wallonne, qui est logique vu son pédigré dans cette épreuve. Selon toi, Polyférent Prévost aurait plus intérêt à viser vraiment laquelle des deux entre l'Amstel et Liège-Bastogne-Liège par rapport à son profil? Moi, j'aurais dit plutôt Liège, parce que c'est quand même un peu plus sélectif. Après, il y a quand même son savoir-faire technique qui devrait l'aider sur des courses comme l'Amstel. Mais moi, je pense plutôt vers Liège, parce que c'est quand même beaucoup plus sélectif que par exemple la Flèche, qui va rester une course de côte comme chez les garçons. D'ailleurs, j'avais un truc à dire sur les garçons tout à l'heure, sur les Flandriennes. En fait, il y a une mutation aussi dans le cyclisme. C'est que maintenant, c'est des équipes fortes pour un homme, alors qu'avant, on avait des équipes fortes, à part avec Bonnen et Cancellara, mais donc il y a cette chose de mutation. Et on oublie aussi, chez les femmes, cette fois-ci pour les Ardennaises, bah, moi j'attends énormément de FDJ Suez, avec Demi Vollering, Evita Muzic ou encore Juliette Labousse. Donc Ouais. côté française, moi je me regarde surtout FDJ Suez. Pour moi, avec sa victoire sur l'Enfer du Nord, Pauline Ferrand-Prévot a réussi son début de saison. J'allais venir justement à FDJ Suez parce que effectivement l'arrivée de Demi Vollering, qui a déjà réalisé le triplé sur les Ardennaises, forcément fait venir les ambitions à la hausse. Elle sera certainement la leader de la FDJ Suez pour ces courses-là, mais on sait par exemple que Evita Music a déjà été très performante sur la Flèche Wallonne, par exemple, parce que ça lui correspond assez au vu de son profil. On sait que Juliette Labousse a fait un gros début de saison dans un rôle de lieutenant de luxe, vraiment. Mais la leader reste Vollering. Étienne, clairement, ce serait une déception pour la FTJ de ne pas en prendre une sur cette campagne-là. Une déception pour la FDJ et une déception pour Vollering, parce que il faut quand même le rappeler que l'année dernière, elle en prend aucune déjà. Si elle a fait une deuxième campagne d'Ardennaise à 0, elle peut vite elle a retrouvé de la confiance cette année. On a vu, elle a scoré très tôt en début de saison. On l'a vu impressionnante, notamment sur l'Estrade Bianche, où c'est elle qui fait la course. Et puis dans un 1 contre 1 avec Van der Breggen, elle la tue dans le mur final. Mais elle me fait penser des fois un peu à Vingord, des deux coureurs et coureuses qui ont un immense talent, mais qui peuvent vite un peu gamberger dans la tête. Et s'il n'y a pas d'Ardennaise au bout, s'il n'y en a pas au moins une, ça peut vite cogiter. C'est pas forcément un bon indicateur avant le Tour de France, par exemple. C'est pas faux. C'est vrai que Vollering, comme je disais, avait fait le triplé et on la voyait mal l'an dernier passer à côté, mais passer à côté, c'est un grand mot bien sûr, mais au final le résultat est qu'il y avait 0 victoire. Donc cette année dans une nouvelle équipe et il y aura pas de la place pour tout le monde parce que comme je disais tout à l'heure, Van der Breggen va être l'archi favorite de la Flèche, ce qui suffirait, je pense, au bonheur de la ST Works qui est quand même si elle termine la campagne de classique avec le Tour des Flandres plus la Flèche Wallonne, ce sera réussi tout en ayant perdu Vollering. Maintenant, on attend toujours Kopecky parce que c'est la championne du monde et que c'est une spécialiste des classiques. On attend beaucoup Marianne Vos. Il y a quelqu'un que vous attendez en particulier pour cette campagne de classique-là chez les femmes? Côté français, il y en a, quand vous avez fait la présentation tout à l'heure, il y en a une que j'aimerais quand même évoquer, qui n'a pas forcément fait un début de saison extraordinaire, c'est quand même Cédrine Carbaol. Elle avait gagné sur le Tour de France sur un parcours un peu similaire à Morteau. On l'avait déjà vu à l'attaque sur l'étape qui arrivait à Liège, notamment plusieurs fois avec Juliette Labousse. C'est une bonne grimpeuse, c'est une bonne puncheuse, c'est une fille qui, si elle est en solitaire, est capable de rouler et résister à des poursuivantes. Bonne capacité de rouleuse. Maintenant, si c'est la Cédrine Carbaol du début de saison, on peut être inquiet, mais si on retrouve une très bonne Cédrine Carbaol, on parle quand même d'une fille qui est quand même 6ème du Tour de France, qui a gagné son étape, comme je l'ai dit. Ça peut être une fille que j'attends beaucoup, on va dire. Emilien? Bon, alors moi, je pensais pour la Flèche Wallonne tout d'abord à Liane Lippert, l'allemande. J'attends, elle avait fait deuxième, je crois, il y a 2 ans. Donc j'attends, surtout que là, elle fait un bon début de saison. Donc déjà, l'allemande pour la Flèche Wallonne, j'ai un œil sur elle. Et pareil sur Cédrine Carbaol, pareil. L'année dernière, belle saison. On attend vraiment qu'elle recontinue cette progression. Et on l'attend sur les Ardennaises, qui, qui colle assez bien à ses capacités physiques.
Effectivement, c'est vrai que ce serait sympa un petit peu de voir les Françaises briller sur cette campagne-là. Surtout qu'il y en a certaines qui ont déjà brillé sur les Ardennaises. Donc, ça va être, je pense, intéressant à suivre. Sans compter qu'on n'a pas parlé de tout le monde, évidemment, mais notamment de Buck Peters qui jouera toujours un rôle d'outsider sur ces courses-là. Marta Cavalli, par exemple, qui revient au niveau, qui a déjà gagné la Flèche Wallonne. Donc, ça reste tout à fait intéressant. Sans compter Elisa Longo-Borghini. On va passer chez les hommes. On va passer chez les hommes parce que, bien sûr, il y a beaucoup de choses à dire et parce qu'on attend cette campagne-là avec assez d'impatience. Pour commencer par le commencement, par Tadej Pogacar, qui vient de perdre Paris-Roubaix, certes avec une chute, mais Andy qui l'aurait gagné de toute façon, même sans ça, on va dire. Il va arriver avec l'intention de faire le triplé. Il va être aligné visiblement sur l'Amstel. On parle du triplé que seulement 2 coureurs ont réussi dans l'histoire. Feu David Rebellin et Philippe Gilbert. Le triplé Amstel Gold Race, Flèche Wallonne, Bastogne Liège, Emilien, c'est vraiment quelque chose d'envisageable pour lui, vu la saison. Alors déjà, on va voir comment il va récupérer de son Paris-Roubaix, parce qu'il a dit sur une interview que c'était la course la plus dure de sa carrière. Et il y a aussi, on parlera un peu plus tard, mais la question sur Remco. Voir comment il va revenir de sa blessure, combien de temps il va remettre la machine en marche. Parce que clairement, c'est le seul qui peut embêter Pogacar sur les Ardennaises, c'est Remco, quoi. Les autres, Pidcock, Alaphilippe, c'est plus le Alaphilippe d'antan. Hirschi, s'il a fait un bon début de saison, il a l'air un petit peu de gamberger. On parlera un petit peu de Thibaut Nys, mais Thibaut Nys, j'ai un peu plus de mal de le voir sur Liège. Donc, lui, ce sera plutôt vraiment le danger sur la flèche. En fait, les Belges vont se partager l'adversité sur Pogacar. Ça veut dire Remco sur Liège-Bastogne-Liège et Thibaut Nys sur la flèche, parce qu'après, il y a les qualités techniques indéniables de Pogacar qui sont hyper importantes pour l'Amstel. Surtout qu'il adore ce genre de petites ascensions. C'est usant, mais c'est pas trop long. Bon, puis c'est déjà imposé. Il a l'air d'être encore au top de sa forme. On pensait que l'année dernière, il avait atteint son pic, mais en fait, peut-être c'est encore cette année qu'il sera encore plus fort. Donc Pogacar est clairement favori pour les 3 courses, en espérant bien sûr qu'il n'y a pas un coureur qui tombe dessus sur une des courses pour lui faire une fracture du poignet, un truc de genre que j'espère pas, parce que j'ai vraiment envie de voir surtout un vrai duel entre un Pogacar au top et un Remco au top sur Liège-Bastogne, parce que c'est ça qui nous manque en fait. Oui, justement, parce que tu fais référence à 2023, donc le duel qu'on attendait sur Liège-Bastogne-Liège qui n'a pas eu lieu parce que Pogacar est tombé et c'est cassé le poignet. Maintenant, pour parler de Remco, on sait très bien que il va reprendre sa saison là, sur les Ardennaises. Il a été retardé par une chute. On ne sait pas dans quel état de forme il est, on ne sait pas quelles sont ses ressources. On va vite le voir certainement, mais est-ce que c'est pas... Quand on connaît la forme de Pogacar et quand on connaît qu'est-ce qu'il a pu faire depuis le début de saison, est-ce que c'est pas déjà un peu trop tard pour Remco, Étienne? Lui a dit, alors à l'heure où on enregistre ce podcast, il a posté quelque chose sur Instagram en disant qu'il venait de traverser peut-être la pire épreuve de sa vie. Et quand on sait ce qu'il a eu autour de Lombardie 2020, je pense que le mot est quand même fort et cette phrase résume à elle seule les galères qu'il a pu traverser depuis son accident qui l'a privé du début de saison. On a vu, hein, pour un Vingegaard qui a été lourdement accidenté sur le Tour du Pays Basque l'année dernière, il est revenu à un très bon niveau sur le Tour de France, mais finalement, il n'a jamais pu exister face à Pogacar, à part le jour du Lioran, qui a été un jour d'espoir pour le suspense. Après, je ne me mets pas dans un camp Pogacar ni dans un camp Vingegaard, mais j'ai du mal à envisager, sans vraiment beaucoup de courses de préparation, de voir un Evenepoel qui peut concurrencer un Pogacar. Sauf si Pogacar n'a pas récupéré de Paris-Roubaix, sauf si Pogacar n'a pas récupéré de Paris-Roubaix et qui fait encore n'importe quoi sur l'Amstel Gold Race. L'animal, il est capable de faire un raid de 90 km solo. C'est magnifique, mais il peut aussi commencer à payer l'addition. Mine de rien, la saison, elle commence à être longue pour lui. Il a déjà quand même des grandes courses dans les pattes, des grandes courses bien usantes aussi. Il y a un nom que j'aurais aimé citer, mais avec ce changement de configuration sur l'Amstel, ça lui sera pas favorable, c'est Ben Illy. On l'a vu très impressionnant en fin du Tour de Pays Basque. C'est une course, l'Amstel, où il a fini deuxième justement il y a 2 ans. Jamais aussi fort que quand la course est dure, usante. On l'a vu à son avantage aussi sur Liège, mais ça aurait été un client dans l'Amstel de l'année dernière, avec sa forme actuelle.
Mais là, avec l'arrivée au Koberg, je ne vois pas comment il peut sortir Pogacar de la roue sur un truc qui sera trop punchy pour lui. Alors, moi, ce dont je voulais parler surtout, c'est de la Flèche Wallonne. Parce que on sait très bien que c'est une épreuve atypique qui se joue dans la dernière ascension du mur de Huy. Emilia a effleuré ce sujet tout à l'heure. Cette année, on va avoir Thibaut Nice, que beaucoup de monde attend, parce que de par son profil, il est tout à fait intéressant pour cette arrivée-là. Et c'est peut-être l'épreuve des trois où sur une montée sèche, Pogacar a peut-être une chance d'être battu par quelqu'un qui est en feu ce jour-là, éventuellement. Maintenant, est-ce que, Emilien, tu crois en Thibaut Nice pour cette montée, pour cette flèche-là, sachant par exemple que un Skelmoseux dans son équipe a fait deuxième il y a 2 ans. Est-ce que tu penses que l'un des deux pourrait vraiment avoir une vraie carte pour tenir la dragée haute à Pogacar sur cette flèche wallonne? Ça sera la force de Lidl Trek, c'est que Skelmos Jensen, lui faut une course un peu plus difficile, plus usante. Donc pour eux, de toute façon, ça devrait être le plan. User Thibaut Nice dans les différentes ascensions du mur de Huy. On verra aussi que les conditions météorologiques, mais parce que Thibaut Nice, sur une arrivée comme ça, explosive, oui, il peut regarder droit dans les yeux Pogacar. Par contre, si on lui met dans les pattes les ascensions d'avant et rendre plus dur la course, on sait que Thibaut Nice, sur ce type d'effort, eh bien, il pourrait perdre quelques plumes dans les différentes ascensions du mur de Huy. Par contre, Skelmos Jensen sera plutôt un gros prétendant, surtout sur Liège-Bastogne-Liège. Et Lidl Trek devrait laisser UAE faire ce qu'elle veut et protéger ses deux leaders. Et après, en fonction du scénario de la course, du rythme de la course, des jambes du jour, voir si c'est Skelmos Jensen pour la Flèche Wallonne, mais plutôt Thibaut Nice. Et bien sûr, pour moi, c'est Skelmos Jensen sur Liège, incontestablement pour les Lidl Trek, parce que c'est une course beaucoup plus usante. Et Thibaut Nice doit encore faire un peu des progrès sur ce type d'effort. Même s'il est déjà très fort, il pourrait viser un top 10, par exemple. Ouais, effectivement. C'est vrai que c'est l'avantage d'avoir vraiment deux clients pour ce genre de choses, pour ce genre de course, on va dire. On a parlé de Benidi, c'est vrai qu'il y a 2 ans avait été impressionnant sur ces deux courses-là, sur l'Amstel et sur Liège-Bastogne-Liège. Ça a été vraiment son acte de naissance, entre guillemets, à Benidi, cette campagne des Ardennaises 2023. Vous voyez, vous, quelqu'un avoir une trajectoire à la Benidi sur cette campagne de classique-là? Parce qu'il y a beaucoup de noms dont on parle, Maxime Van Gils, par exemple, au hasard, depuis le début de saison, de mecs qu'on sent proches d'exploser, éventuellement, Lennart van Etvelt ou des choses comme ça. Vous voyez quelqu'un avoir cette trajectoire-là, Étienne? Eh bien, de ce que j'ai vu de ses qualités et de ce que je vois de son début de saison, alors j'ai anticipé un peu le débat des Français, mais un Champoussin, ça peut être le coureur qui peut avoir ces caractéristiques. C'est quelqu'un qui est dur au mal, qui a quand même une certaine. Enfin, qui est capable de se faire très mal, notamment dans les forts pourcentages. On l'a vu gagner une étape de la Vuelta en allant au bout de lui-même il y a 2 ou 3 ans maintenant, peut-être un peu plus. Mais on voit, il est quand même là sur le début de saison. Sur l'étape des murs, il était quand même très très costaud sur Paris-Nice. Sur le Tour du Pays Basque, il est encore une fois bien présent et bah, il n'était pas si loin du top 5, même s'il coince un peu sur la dernière étape. Donc à voir. Franchement, un Champoussin, ça peut être le coureur. On connaît la dynamique d'Astana en ce moment qui est absolument extraordinaire. Ils ont été capables de placer des gars sur le Tour des Flandres. Ils ont été encore là sur Paris-Roubaix, même s'ils ont été un peu plus en retrait. Et je me dis qu'avec cette dynamique collective qui est plutôt porteuse, finalement, leur saison à Astana ressemble à celle de D4 l'année dernière. Une équipe qu'on n'attendait pas à ce niveau-là et qui répond présent. Des coureurs qui se révélaient les uns après les autres, comme c'était le cas à D4 l'année dernière. Et là, je me dis qu'un Champoussin, ça peut être le client. En tout cas, ça sera un des leaders ou co-leaders de cette équipe, c'est sûr. Moi, j'aurais parlé de Ben Tullet chez Visma Lease a Bike. Il m'a un peu déçu sur le Tour du Pays Basque et je veux qu'il prenne une revanche sur les Ardennaises. Surtout que ça a l'air un joli petit puncher. Alors, pareil, plutôt Flèche Wallonne que Liège-Bastogne-Liège pour Ben Tullet. Alors, puisque tu parles de Ben Tullet, on va parler d'un autre britannique, n'est-ce pas? On va parler de Thomas Pidcock. Parce qu'il y a 2 ans, avec Ben Illy, ça avait été le seul à tenir tête un petit peu au taulier sur ces épreuves-là. Parce qu'il y a 2 ans, Thomas Pidcock fait deuxième
de Liège, pardon, et troisième de l'Amstel. L'an dernier, il a gagné l'Amstel. Cette saison, il a fait un bon début de saison, comme on s'en rappelle. Il n'a pas couru pendant les Ardennaises, il n'a plus couru depuis Milan-San Remo. Pourtant, son nom n'est pas vraiment cité. On se concentre sur le duel Pogacar-Evenepoel, qui est logique d'une certaine façon. Il y a beaucoup d'outsiders qui gravitent autour. Mais voilà, ça reste le tenant de l'Amstel et ça reste un coureur de classique émérite. Emilien, tu penses, toi, que ça peut vraiment concurrencer, on parle pas de la flèche, hein, mais ça peut vraiment concurrencer sur l'Amstel et sur Liège les deux grands favoris, Pidcock? En fait, pour moi, Pidcock, il a quand même un cran en dessous physiquement que Pogacar et Remco. Par contre, si Remco, quand on disait il reprend la compétition, il n'est pas au top, Pogacar est fatigué, il pourrait commencer un petit peu à les titiller. Mais après, il faudra voir aussi qui va être autour de Pidcock, parce qu'il est chez Q36.5 maintenant, pour l'aider. Parce que ceci, c'est très important d'éviter de perdre des plumes tout au long de la journée, remonter le peloton. Il faudra qu'un Christen vienne l'aider tout au long de la journée sur la flèche, sur l'Amstel, parce que l'Amstel, on le connaît, ça tourne toujours à gauche, à droite. Après, il est à droite, mais il faut quand même avoir une équipe solide. C'est quand même très important sur des courses aussi longues que sont l'Amstel Gold Race et surtout Liège-Bastogne-Liège, et aussi un petit peu sur la flèche wallonne, mais plus longue d'une autre façon parce que c'est répétitif. Mais c'est surtout pour Pidcock, c'est que je le vois un cran en dessous. Il faudrait vraiment des scénarios physiques pour les deux cadors. Et aussi, il faut que son équipe réponde présente. Parce que si que Pidcock se retrouve tout seul à chaque fois à 70 km de l'arrivée ou 50 km et il n'a pas un coureur, je veux dire, par exemple, un Maury Van Sevenant qui est très important sur ce genre de course pour ou Van Wilder pour Remco. Alors Pogacar, il y a toute l'équipe qui est importante. Il peut mettre Del Toro, il peut mettre qui il veut pour l'aider. Mais lui, s'il est tout seul, ça va être compliqué. Par contre, il peut avoir un avantage aussi, c'est que il n'aura pas le poids de la course. Effectivement, c'est vrai que Pidcock, c'est un coureur vraiment bon, atypique, on le sait, mais qui a toujours brillé sur ce genre de parcours et on se demande vraiment s'il peut passer cette dernière étape et arriver au niveau des fantastiques, comme on les appelle, vraiment, quoi, entre guillemets. Un petit mot sur la Visma Is the Bike, parce que, bon, bien sûr, la campagne de Flandrien a été ce qu'elle a été, mais là, ça va commencer à manger son pain noir. Tu as parlé de Ben Tulette, Emilien, notamment. Mais quand on voit les profils qui pourraient être alignés, peut-être que Wout van Aert fera un truc sur l'Amstel, mais ça reste très aléatoire. Pour une équipe comme la Visma, qui est vraiment un des géants du peloton, qu'est-ce qu'on peut faire pour exister sur une course comme ça, Emilien? Jouer la carte Tulette. Après, par exemple, dans le futur, il y aura peut-être un Nordhagen, mais encore jeune là. Mais ils vont. Alors, l'Amstel Gold Race, clairement, pourquoi pas jouer la carte Van Aert. Après, ça peut être un avantage quand on parlait de la course des Cantos, parce qu'on a l'impression que Van Aert a besoin de lancer la machine pour pouvoir disputer sa chance pour une bonne place à la fin. On l'a vu sur le Tour des Flandres, on l'avait encore plus vu sur Roubaix, qu'il avait vraiment besoin que la course se lance, qu'elle soit dure pour que sa machine se lance. Donc pour l'Amstel, on comptera sur Pogacar pour lancer les hostilités loin. Mais après, c'est vrai que c'est inquiétant parce qu'il n'y a pas de coureur capable de viser les Ardennaises, sauf un Ben Tulette et qui devrait progresser dans les années à venir pour viser ce type de course. Et par exemple, ils ont un leader comme Vingegaard. Vingegaard n'est pas du tout taillé pour ça. C'est un regret, Étienne, de ne pas voir un Vingegaard sur les Ardennaises. C'est un sujet qui avait été abordé par le passé. Alors, tant que Vingegaard gagne le Tour de France, bon, mais il n'y a pas de souci, on va pas lui tenir rigueur du fait de ne pas se déplacer sur les Ardennaises parce que on sait que c'est un mec euh, qui organise toute sa saison en fonction du Tour de France, notamment. Maintenant, l'an dernier, il a été battu et t'aurais aimé, toi, le voir sur ces Ardennaises-là? À un moment, il avait laissé entendre qu'il ferait Liège, mais je pense que malheureusement, c'est plus trop d'actualité. Est-ce que c'est un regret? Sur Liège, oui. Sur les autres courses, non, parce que je vois pas enfin, pour moi, il a aucune chance sur l'Amstel, il a aucune chance, encore moins sur la Flèche Wallonne, qui est hyper punchy. Et même si c'est un super coureur, c'est pas le coureur le plus punchy du monde, hein. On l'a vu, il a pas une très très grosse pointe de vitesse. Mais c'est vrai que sur Liège, qui est une course plus usante, qui peut se décanter parfois de loin, là, c'est un profil qui peut vraiment lui convenir. Il y a des bons murs où il peut. On l'a vu l'année dernière à San Luca sur le Tour de France, quand
Pogacar attaque, un Vingegaard pourtant, avec beaucoup d'interrogations autour de lui, avait pris la roue, il l'avait pas lâché. Mais pour finir en solitaire, parce que je pense que c'est vraiment sa seule chance de gagner, ou alors faut qu'il arrive avec Ben Illy. euh, je pense que malgré tout, pour une grande victoire, mais c'est vrai que est-ce qu'on est déçu? Je pense malheureusement, Pogacar nous a habitués, enfin nous a trop donné à manger et nous donne trop à manger en termes de caviar. C'est-à-dire qu'il a tellement cassé les codes du cyclisme ces dernières années à tout faire. En fait, ce que fait Vingegaard finalement, c'est le programme de 99% des grands leaders de Grand Tour. On voit pas Mas sur les Ardennaises, on voit pas, enfin Carapace c'est un peu un contre-exemple, mais on l'a quand même jamais vu à un très très grand niveau sur les Ardennaises. On voit pas non plus, enfin les grands leaders, on les voit pas. Des Tiberi, on les voit pas. Roglic, depuis qu'il a gagné Liège en 2020, on a dû le voir en 2021 et depuis c'est tout. Enfin finalement, en fait, c'est plutôt l'anomalie Pogacar qui a souligné plus que que de regretter que Vingegaard ne soit pas sur ce genre de course. Effectivement, c'est vrai qu'on espère toujours le maximum de leaders au même endroit pour avoir un maximum de spectacles, ce qui est parfaitement logique dans l'absolu. On va faire un petit point sur les Français, parce que la campagne de Flandrienne n'a pas été vraiment très enthousiasmante. On a eu peu de raisons de se réjouir. On en parlait, donc le meilleur Français sur Paris-Roubaix, c'était Florian Dauphin, qui a été repoussé assez loin. Maintenant, on aborde quand même une partie de la saison qui pourrait être un peu plus favorable pour avoir des résultats un peu plus enthousiasmants. On sait par exemple que Kevin Vauquelin a fait 2e de la Flèche l'an dernier. On sait qu'Alaphilippe a souvent brillé sur Liège-Bastogne-Liège. Pour commencer par le commencement, l'an dernier, donc comme je disais, Vauquelin fait 2e de la Flèche Wallonne, avec une start list moins épaisse que celle qu'il y aura cette année. Emilien, Vauquelin, on y croit encore pour un top 5 ou quelque chose comme ça cette année sur la Flèche? Alors compliqué parce qu'il me semble un peu moins fort que l'an dernier. Parce que l'an dernier, il avait fait le Tour du Pays Basque, je crois, il avait fait top 10, puis il fait top 10 de Tirreno. Là, il gagne l'étoile de Bessèges, mais on connaît les circonstances de la course. Là, il gagne le Région de la Loire Tour, et c'est pas non plus une forte concurrence. Après, c'est le seul atout de l'équipe pour Arkea sur ce type de course. S'il fait un top 10 sur Liège et la Flèche, ça serait déjà pas mal. Mais pour les chances françaises, je me tourne sur d'autres coureurs que Kevin Vauquelin, entre guillemets. Après, s'il fait quelque chose de bien, je serais quand même rassuré, je serais content pour lui, quoi. On a une grosse énigme en termes français depuis plusieurs mois, depuis de nombreux mois d'ailleurs. C'est Victor Lafay, qui lui aussi a déjà brillé sur la Flèche, qui a déjà fait les top 10 il y a pas longtemps. Donc, mais qui depuis qu'il est à Decathlon, c'est un mystère. Il sera visiblement aligné sur la Flèche, où il a un profil visiblement qui colle à l'épreuve, notamment. Étienne, ton avis là-dessus, parce que c'est un coureur qui avait soulevé beaucoup d'espoir, notamment suite à sa victoire sur la 2e étape du Tour en 2023. Est-ce que toi, tu le vois faire quelque chose là cette année? Franchement, Victor Lafay, c'est tellement dur d'en parler. J'ai l'impression que ce coureur, il peut très bien faire 4e de la Flèche et faire 150e de Liège. Et comme il peut faire 150e de la Flèche et 7e de Liège, on ne sait pas trop comment. Il me fait penser à Fedrigo, je sors encore une comparaison, mais dans cette dans ce côté, je cible un peu mes courses et puis quand j'ai pas envie, finalement, j'ai pas envie quoi. Je vais pas me donner plus que ça. On l'a vu, il avait fait une bonne course de rentrée. Alors, c'est sur la classique VAR, je crois, où il est vraiment performant. Derrière, plus rien. Pas mal de courses non finies, des résultats plus qu'anonymes. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est encore une fois, si on a du grand Victor Lafay, ça reste peut-être une des meilleures chances françaises sur ces 3 courses. Mais c'est difficile d'en parler parce qu'en fait, on ne sait pas quel Victor Lafay on aura le jour J. Et je pense que lui-même, j'ai l'impression que des fois, il ne le sait pas. Donc, j'ai pas grand-chose à dire sur lui, malheureusement. C'est vrai qu'on fait un petit peu le tour des cartes françaises. Un mec comme Lafay, comme je disais, a déjà performé sur la Flèche, donc ça reste important d'en parler parce que les coureurs de haut niveau en France ne sont pas nombreux. Pour parler de Liège-Bastogne-Liège,
C'est une course qui, par le passé, et un passé pas si lointain, a offert quelques victoires surprises. Bob Jungels, Wout Poels, Maxime Gliński, si on remonte un petit peu. On a une carte qui s'appelle Romain Grégoire, qui a gagné Liège-Bastogne chez les jeunes, et qui a montré plusieurs fois cette année que il avait un petit peu, pas passé un cap, mais monté un petit peu en régime en termes de niveau personnel. Est-ce que c'est pas la meilleure carte, Emilien, Romain Grégoire, sur ces Ardennaises-là pour le cyclisme français? Clairement, avec le talent qu'il a, il doit cette année jouer des coudes avec, bon, on va pas parler de Pogacar ou Remco Evenepoel, mais avec les 3, 4, 5e places. Clairement, il a un énorme potentiel pour ce type de course. Et clairement, pour moi, Romain Grégoire, contrairement à Lafay, qui est plutôt irrégulier, qui est en fait, on va revenir un peu à Lafay, au talent. Et avec Romain Grégoire, c'est ce qu'on attend en fait sur ce type de course. Ils sont pas capables encore d'aller embêter Pogacar, voire Remco. C'est des mecs qui peuvent jouer en dessous, quoi. Ils peuvent viser un podium parce que ils ont un talent indéniable. Et Romain Grégoire, je souhaite le voir enfin lever les bras au-delà d'un déclassement et aussi performer sur les Ardennaises parce que pour moi, c'est clairement un coureur que j'attends vraiment cette année 2025 sur les Ardennaises. Et moi, ce qui m'inquiète avec Groupama, c'est est-ce qu'on va savoir gérer son talent? Parce qu'on essaie de le mettre un peu dans la montagne, des choses comme ça, mais est-ce qu'on va pas un peu perdre cette capacité un peu spécifique qu'il a de puncher et, euh, et de vouloir le transformer un peu en grimpeur alors qu'il pourrait être un coureur on va dire de moyenne montagne. Voilà, pour moi, ça devait être le futur à la Philippe. Par contre, j'aimerais bien aussi, on parle peut-être pas du côté des Français, mais je voudrais savoir le programme de Jorgen Gega, par exemple. Il va être sur les Ardennaises ou pas, parce que moi, il m'a impressionné sur le Tour du Pays Basque. Non, alors visiblement non. Jordan Chega est annoncé sur les courses dans le Besançon, Tour du Jura et tout ça ce week-end. Donc ça veut dire qu'il sera pas à l'Amstel. Donc non, il sera pas. Visiblement, il sera pas là-bas. Donc, ça sera ma carte pour les 3 courses jurassiennes, ça sera Jordan Gega. Bien sûr. Non, la totale est annoncée avec Burgodeau, Gachignard et tout ce qui s'ensuit. Mais pour reparler d'un nom dont tu as parlé un petit peu, il y a des coureurs français. Il y a Julien Alaphilippe, bien sûr, dont on connaît le passif sur Liège, mais dont on connaît aussi le début de saison. Il y a Valentin Madouas. Il y a beaucoup de noms connus, entre guillemets, sur le cyclisme français, mais dont on attend finalement plus grand-chose sur ces courses-là. Il y a quelqu'un que tu vois performer en particulier, toi, Étienne, sur les Alaphilippe, les Madouas, les Warren Barguil, ces gens-là, ces coureurs-là qui ont une expérience qui ont une expérience. Je parle plutôt des coureurs qui ont une expérience vraiment longue sur ces courses-là. Il y a quelqu'un que tu vois performer en particulier, Étienne? Tu veux une réponse honnête ou tu veux une réponse politique? Ah non, je veux une réponse honnête. Bah, honnêtement, non, franchement, je veux pas être pessimiste, mais je vais l'être quand même. Je vois pas, Julien sur le Tour du Pays Basque, ça a quand même été un peu compliqué. Et surtout, ça a été décrescendo jusqu'à abandonner sur la dernière étape. Alors, il sait préparer ses objectifs, mais ça fait quand même quelques années qu'on l'attend au niveau sur les grandes courses. Et ça fait quand même quelques années, ça fait deux saisons qu'il ne l'est malheureusement pas. Ouais, il était effectivement, il est malade, il a été malade, mais, mais il y a pas, ça sent pas très 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 bon quand même pour lui. Warren Barguil, c'est pareil. La dernière fois qu'on l'a vraiment vu faire un coup d'éclat, j'ai l'impression que c'est au Granon en 2022 et encore avec 6 minutes au pied, il avait finalement fini dans la Pampa. Donc c'est pareil, c'est des coureurs d'expérience, mais je sais pas, j'ai du mal, honnêtement. Moi, j'ai peur. Alors l'Amstel est un peu plus aléatoire, mais j'ai peur du triptyque ardennais sans top 10 pour un coureur français. Et c'est vrai que ça serait une seconde baffe dans la figure après ce qui s'est passé sur le Ronde et Paris-Roubaix. Moi, je serais moins pessimiste que ça. C'est-à-dire, développe un petit peu, Étienne, Emilien. Bah, moi, je vois clairement un Romain Grégoire, alors, pas dans le top, mais entre les 5 et 10.
Je m'attends à une revanche de Valentin Madouas, parce que pour moi, il a été décevant sur les Flandriennes. Et on sait que l'an dernier, il avait réussi à répondre sur Liège. Vauclin, ça ne sera pas extraordinaire, mais je m'attends quand même à. Et voilà, on n'aura sans doute pas de podium sur les Ardennaises, sauf miracle. Et on va pas être non plus en manque de top 10. Comme j'en discutais sur ma chaîne YouTube, en fait, en France, en ce moment, on a beaucoup d'enfants d'Alaphilippe. Et il y a beaucoup de punchers moyenne montagne. On est en train de perdre un peu notre graine au niveau des grimpeurs. Mais par contre, on a beaucoup de punchers. On l'a vu sur le Tour du Pays Basque. Et j'ai l'impression que sur le Tour du Pays Basque, Romain Grégoire a un petit peu ciblé ses étapes. Et pour moi, je le répète, c'est clairement, j'ai un œil clair sur Romain Grégoire. Et pourquoi pas, je dis tout à l'heure, Axel Laurence, c'est vrai qu'il a moins d'expérience. Il va être plus libre chez Alpecin. Et j'aurais plutôt sur lui, c'est plutôt l'Amstel parce que c'est un peu trop dur. Liège-Bastogne-Liège pour Axel Laurence, par contre. C'est un coureur à droit. On l'a vu pas mal en bonne forme sur le Tour du Pays Basque en début de saison. Donc Axel Laurence pour l'Amstel Godrès, ça serait une jolie petite carte de top 5, top 10 pour le camp français. Ok, pour finir, toute nationalité confondue, s'il y a un petit coureur que vous pouvez me sortir chacun, que vous voyez un petit peu faire un petit top 20 et se mettre un petit peu en évidence sur la campagne des Ardennaises, un petit nom un peu méconnu, qu'on brasse un petit peu de nouveaux coureurs. Johan Essen et Uno X. Alors, il n'est pas trop inconnu, mais parce que je crois qu'il fait une excellente flèche wallonne avec des conditions météorologiques particulières. Clairement, pour moi, je parlerai de Johan Essen, surtout qu'Uno X, depuis le début de saison, confirme depuis de nombreuses années que c'est une grosse équipe avec des coureurs scandinaves qui sont vraiment dans un bon mood. Donc, pour moi, Johan Essen, coureur à suivre, surtout sur la flèche et Liège. Et de mon côté, Archie Ryan, l'Irlandais de l'AIF, qui est pas extraordinaire depuis le début de la saison, mais qui est un coureur de très très grand talent et qui peut très bien. On parlait de coureurs qui peuvent embrasser une carrière à la fin, une trajectoire à la Ben Lilly. Alors c'est pas du tout le même profil, hein, mais pourquoi pas rêver d'un petit destin et puis faire aligner des top 15, top 20 sur les trois courses. Ça serait déjà très prometteur pour lui pour la suite de sa carrière. Effectivement, c'est deux petits noms intéressants parce que même si Johan Essen est un petit peu plus connu, comme disait Emilien, ça reste un coureur où on sent vraiment une marge de progression encore un petit peu. Et Archie Ryan, c'est vraiment un mec qu'on a vu attaquer 2-3 fois et dont on sent un potentiel éventuellement. Et la filiation irlandaise avec Killy forcément donne l'idée qu'il pourrait peut-être faire quelque chose de bien. On arrive à la fin de ce podcast. Pour nos amis belges, qu'on n'oublie pas, Ah, oui, Maxime Van Giel, c'est les nerfs Van Etfel, bien sûr, on pense à eux. ouais, Il n'y ouais, a ouais. pas de bordure, donc pour les nerfs, il ne devrait pas avoir de problème. Voilà, c'est sympa de glisser un petit tacle aux Belges en même temps. Le podcast touche à sa fin. On vous remercie d'avoir été là, Étienne et Emilia. Les Ardennaises, c'est un moment fort de la saison, comme je disais, et c'est toujours sympa de revenir un petit peu dessus avant pour voir un petit peu ce qui se passe, avant de se projeter sur les courses par étapes, le Tour d'Italie et le Tour de France, bien sûr, quand ça arrivera. On espère en tout cas une belle course, comme disait Emilien, un beau duel peut-être entre Pogacar et Evenepoel sur Liège, Bastogne-Liège, parce qu'on en avait été privé il y a 2 ans, et une belle montée du mur de 8, parce que c'est quand même, à titre personnel, un des moments de la saison que je préfère, de voir ce monument du cyclisme. Merci Emilien, merci Étienne. On se retrouve très bientôt sur Dico du Sport pour quelques nouveaux podcasts vélo et autres. Bonne soirée. Bonne soirée et hâte d'être au Giro. Bonne soirée, puis n'hésitez pas à nous lire également sur notre site. Il y a des très bonnes previews faites par Emilien. De mon côté, je vais sortir un bilan de saison aussi, version papier. Donc voilà, n'hésitez pas à nous lire. Rendez-vous sur dicodusport.fr.